Salam alaikum Mazoul Fillaoun, bonjour. Regardez bien cette photo. Regardez-la bien. Regardez-la bien. C'est celle du président Bouteflika. Jusque-là, ceux qui règnent en son nom et qui l'utilisent juste comme façade, comme vitrine institutionnelle, faisaient bien attention à ne pas laisser passer les photos de ce genre. Regardez. Qui le montrent dans le véritable état où il se trouve, malheureusement. Jusque-là, pas de photos en gros plan comme celle-ci. Pas d'image de lui où on l'entend bredouiller des paroles inintelligibles. Mais on ne peut pas cacher un tel état de délabrement lorsque le grand malade et le président de la République, aussi bananière, aussi couscoussière, puisse-t-elle être. Cette photo que vous voyez ici, a fait le buzz sur Internet, comme on dit. Elle est partout. Les Algériens qui la partagent et la commentent s'interrogent. Mais on nous a donc menti, demande-t-il. Ceux qui nous ont affirmé que l'état de santé du président était bon, qu'il dirigeait normalement les affaires du pays, seraient donc des menteurs, eux qui ont affirmé le contraire. Eux des menteurs? Voyons. Voilà ce qu'ils répondent. Vidéo, s'il vous plaît. ونثق في بعضنا بعض ثقوا في بعضنا بعض. انا وزير الاول كي نقول للرئيس راه لاباس به راه مريض كذا يشكوا فيا. تعرف اني كذاب انا؟ لا كشمشتوني كذاب اني كذاب انا. كي نقول حاجه راهي مبنيه على الصح. ليش ما نعرف نكذب؟ نخاف من ربي. ما العباد. Voilà. En vérité, et cela ne fait plus aucun doute, ça ne fait plus aucun doute, Monsieur Bouteflika est hors d'état de reconnaître sa propre famille, dans l'incapacité totale de gérer ne serait-ce que ses propres besoins, comme manger, se laver, discuter du temps qu'il fait. S'il était ce qu'on nous prétend qu'il est, c'est-à-dire un président à peu près normal, qu'est-ce qui l'aurait empêché de s'adresser aux Algériens pour les rassurer sur son état, pour leur affirmer que c'est bien lui qui tient le gouvernail? En fait, c'est très simple. S'il ne s'adresse pas aux Algériens, si la télévision algérienne ne transmet jamais ce qu'il est censé avoir dit à ses ministres et aux personnalités étrangères qu'il reçoit, c'est juste qu'il est dans l'incapacité de dire 3 phrases de suite de façon audible, de coordonner 2 idées, voire même de réciter la table de multiplication de 2. C'est aussi dramatique que cela. En attendant, le prix du baril continue de s'afficher aux environs de $45 avec des yo-yo insignifiants. Une catastrophe indicible pour ce régime qui avait réussi jusque-là à créer l'illusion d'une prospérité toute factice, de faire croire que la croissance était le fruit d'une gouvernance de haut vol. Mon Dieu! L'embellie financière, dont le mérite ne revient en fait qu'à la seule flambée des prix du baril, était juste un bazar de pacotille. Le régime a dépensé plus de 650 milliards de dollars juste pour anesthésier les Algériens, dans le même temps qu'il les dépouillait, dans le même temps qu'il les corrompait, dans le même temps qu'il les vidait de leurs valeurs et qu'il leur inséminait ses propres travers, ses vices et son venin. Avec le même montant de 650 milliards de dollars, une gouvernance moyennement passable aurait permis de reconstruire le pays tout entier, de fond en comble, de redynamiser l'école, l'université, de relancer une agriculture digne de ce nom, une vraie industrie manufacturière, de mettre en place un système de santé à la hauteur des besoins de la société, de revivifier le civisme, l'urbanité et l'urbanisme,
la valeur travail, la culture. Au lieu de cela, le régime s'est livré à une entreprise de corruption massive par la consommation débridée, en important tout et n'importe quoi, mais en s'arrangeant bien sûr que tout l'argent dépensé profite en premier lieu aux barons du régime, à leur parentèle, à leur clientèle. Ainsi, pour l'exemple, toutes les concessions automobiles pour importer des véhicules à bras raccourcis, bien plus que ne peut les contenir la capacité routière du pays, ont été attribuées aux proches du régime. Et pour inciter les gens à acheter ces voitures, que les fils des barons du régime leur vendent, le même régime a contraint les banques publiques à faire des crédits à la consommation aux gens, y compris à ceux qui n'ont aucune solvabilité. Mais qu'importe, pourvu qu'ils nous fourguent leur camelote. Puis, lorsqu'ils comprirent qu'ils venaient de déclencher une hécatombe, que les villes étaient saturées, que le pays s'était hissé au 4e rang mondial en termes de victimes d'accidents de la route, ils décidèrent de construire une autoroute dans le même état d'esprit, pour désengorger le monstrueux encombrement des villes, mais en se faisant du fric par la même occasion, comme d'habitude. Et c'est ainsi que l'Algérie a réussi la gageure de réaliser l'autoroute la plus chère du monde à configuration égale. Mais cette autoroute a une autre spécificité. C'est la plus mauvaise, la plus dégradée du monde, alors qu'elle vient juste d'être réalisée. Le régime a appelé cette chose le projet du siècle. Et c'est ainsi pour tout le reste. Pour dépenser les dépenses pour l'armement, les dotations et les équipements militaires conclus dans l'opacité la plus totale et qui génèrent des commissions et des pots de vin en milliards de dollars, deviendront le scandale du siècle quand les Algériens découvriront le poteau rose, quand ils sauront les montants hallucinants qui ont été consacrés à l'achat d'un matériel qui ne servira jamais à quoi que ce soit d'utile, si ce n'est à la répression du peuple. Mais s'il n'y avait que cela, les scandales de la grande corruption sont devenus tellement nombreux, tellement énormes, qu'ils en sont banalisés dans l'esprit des gens. Il n'étonne plus personne lorsqu'on apprend que le secrétaire général du parti FLN dispose d'une fortune colossale en France, et même d'un titre de séjour de travailleur immigré. Tiens, lorsqu'on apprend que la famille du Premier ministre brasse des fortunes colossales en Europe, voire même des valises d'euros dans les gares, lorsque le peu qui a transpiré des affaires de corruption de Sonatrach, le peu, se chiffre en milliards de dollars, et jusqu'à l'argent de la sécurité sociale des travailleurs, qui a été massivement détourné par l'UGTA. Même banalisation lorsqu'un wali meurt dans des conditions plus que louches, et que la justice est priée de ne pas s'en mêler, lorsque la population de Gherdaïa est plongée dans l'horreur, et que les images de policiers cambrioleurs n'ont pas été punies de prison que pour le citoyen qui les a filmés. Lorsque des manifestants de toutes les populations du Sahara contre le gaz de schiste sont méprisés par le régime, qui ne daigne y répondre que par d'autres mensonges, ou en infiltrant les rangs des contestataires pour les monter les uns contre les autres, comme d'habitude. Nous en sommes là. Le pays tout entier est sur un volcan. Le régime sait très bien que la baisse des revenus pétroliers va contraindre ce régime, tôt ou tard, à prendre des mesures de restriction, c'est-à-dire scier la branche sur laquelle il est assis finalement, sur laquelle il prospère. Il sait qu'il ne pourra plus s'acheter ainsi la paix en corrompant des pans entiers de la société, en les gavant, en leur distribuant des privilèges de toutes sortes, pendant que d'autres Algériens vivent dans des conditions atroces, tout cela damnés de la terre, qui ne peuvent s'organiser, qui se jettent à corps perdu dans la harga, puisque la scène politique a littéralement été vidée de ses acteurs les plus honnêtes, hormis quelques formations qui tentent, vaille que vaille, de tenir le cap de l'honneur. Les autres partis, ceux de la mangeoire, font dans la gesticulation hystérique
quand ils ne viennent pas accuser quiconque se dresse contre leur régime d'être à la solde de l'étranger, quand ils ne menacent pas quiconque ose émettre la plus petite critique de vouloir syrianiser le pays. Nous en sommes là. C'est une veillée d'armes avant le grand séisme. On me traitera peut-être d'oiseau de mauvais augure, d'oiseau de malheur, mais je crois qu'il faut être aveugle pour ne pas voir que nous nous précipitons à grande allure vers l'abîme et le chaos. Il faut être aveugle et sourd pour ne pas voir le tsunami qui se lève là-bas, à l'horizon, pour ne pas entendre la furie et le tumulte de la colère qui gronde dans les cœurs des opprimés. Avec nous aujourd'hui, pour tenter de comprendre ce qui se passe, Soufiane Djilali, président de Jil Jadid, Anwar Haddam, président du mouvement pour la liberté et la justice sociale, et Nordin Ahmin, avocat et militant des droits de l'homme à Al-Rouat. Soufiane Djilali, merci encore une fois d'être avec nous pour parler de tous ces problèmes. Je vous en prie, avec plaisir. Bonsoir pour tout le monde. Bonsoir, merci. Alors, Soufiane Djilali, il semble que les choses se corsent. Maintenant, le régime est, j'allais dire, est cerné de toutes parts depuis que les prix du pétrole et du gaz sont en nette chute, sont carrément au ras du sol, au ras des pâquerettes. Ça pète d'un peu partout et ce régime n'a plus qu'une seule alternative, dirait-on, c'est de sauver les meubles par le mensonge. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Oui, on est en plein dans cette scène burlesque ou incroyable, où un homme complètement invalide qui bloque tout un pays parce qu'il y a une noria de prédateurs autour de lui qui ne veulent pas lâcher la proie. Mais probablement, heureusement pour le pays, et ça c'est peut-être que le bon Dieu a vu et a eu pitié de nous, le prix du baril du pétrole est maintenant si bas que ce pouvoir va vivre de graves contradictions à l'évidence. Il va devoir assumer la déliquescence et le désordre et le chaos qui est en train de prendre de l'ampleur petit à petit. On a vu les derniers épisodes de la liste des bénéficiaires des postes d'Air Algérie. Probablement, il devrait y avoir aussi une liste sur les enfants de ministres et les proches du pouvoir qui bénéficient de son attraque. Souvent, ce sont des gens qui sont payés avec des salaires mirobolants de plusieurs dizaines de millions de centimes, mais qui ne mettent même pas les pieds dans leur bureau. Donc voilà, petit à petit, le régime est en train d'être mis à nu. Il est devant sa vérité et malheureusement ou heureusement, on devra de toute façon affronter un moment fatidique qui doit arriver. Nous en parlons depuis maintenant des mois et des mois. Nous avions dit qu'avec le 4e mandat, c'était forcément et inévitablement la mise en place d'une dynamique de désordre et qu'au bout de course, il y aura un moment essentiel, un moment de destin, un moment fatidique où le pays devra basculer. D'un côté ou de l'autre. Mais Soufiane Djilali, jusque-là, ils avaient beaucoup de marge, beaucoup d'argent pour pouvoir nous imposer tout ce qu'ils voulaient, y compris un président complètement déconnecté qu'ils ont réussi à faire élire sans qu'il fasse ne serait-ce que sa campagne électorale, sans qu'il s'adresse de la plus petite façon au peuple algérien. Mais bon, aujourd'hui qu'ils sont acculés, aujourd'hui qu'ils savent que les lendemains ne peuvent être que pires. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vont maintenant se débarrasser de ce fardeau qui est devenu le président Bouteflika? Il est très probable qu'ils s'en débarrassent dès qu'ils s'entendent sur le successeur. Et vous savez que tout le problème est là. Il semble qu'il soit à couteau tiré. Tous les ministres se voient successeurs. On parle de M. Sellel, de M. Bel'iz, du général Hamel et de je ne sais qui encore, et peut-être même du frère du président. Donc tout ce beau monde-là, il faut qu'ils s'entendent. Mais espérons que l'histoire ne le leur permettra jamais et que la bourrasque les emportera avant qu'ils n'arrivent à mettre à dessein, avant qu'ils ne concrétisent leur dessein. Restez avec nous, Soufiane Djilali. Je vais à présent accueillir
Anwar Haddam, qui est aux États-Unis, qui est président du MLIS. C'est Anwar Haddam, merci d'être avec nous. Salam alaikum. Merci, salam alaikum, Azouf Laoun, bonjour. Alam bik. Alors, si Anwar, nous parlions maintenant à l'instant avec Gilal et Soufiane de ce président vitrine, ce président façade, mais maintenant avec la crise, ils vont plus pouvoir se permettre le luxe d'avoir un président aussi important. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait être tenté de le remplacer maintenant? Enfin, à mon avis, comme l'a bien dit Soufiane, ils n'ont pas encore trouvé d'alternative. Mais la situation a dépassé la question de santé, parce que bon, il y a le côté constitutionnel, nous en avons parlé avant beaucoup. Oui, oui. Et il y a aussi le côté politique, le côté sécurité nationale, le côté économique. En bref, l'Algérie est devenue, avec ses 40 millions d'habitants, est devenue comme un otage des fanatiques de l'import-import. Je dis bien l'import-import. Oui, oui, c'est le cas, en effet. C'est ce qui nous concerne le plus, parce que la situation vraiment est grave. On veut nous faire montrer par les médias officiels, les médias du régime en place à Alger, que tout va bien pour comme on dit. Mais la situation est vraiment très grave. Ceux qui ont vécu la période d'avant octobre 88, nous sommes presque dans la même situation. Il y a une faillite totale du système en place à Alger. Oui. Ils ont imposé une économie basée sur l'import uniquement et sur l'exportation de nos ressources naturelles. Et maintenant que le prix du pétrole il descend, peut-être qu'il va se stabiliser un peu, mais tout de même, ils n'ont plus cette manne pétrolière. Mais Anwar Haddam, c'est grave la situation, donc il faut bien trouver une solution. Anwar Haddam, la situation est grave en effet, comme vous venez de le préciser, surtout pour ce régime, parce que il faut rappeler que ce régime a géré la situation pendant des années avec un baril à 130 et 140 dollars. Aujourd'hui, il n'est plus que de 45. La différence est immense. Ça veut dire qu'ils ne vont plus pouvoir procéder à cette corruption de masse en achetant le plus d'Algériens possible et à les anesthésier au point où ils ne voient plus qu'on précipite leur pays dans l'abîme. Mais maintenant, c'est fini. Mais ils vont commencer par rogner un peu sur les budgets d'équipement. Ils ne vont pas toucher directement à la consommation dans un premier temps. Ils vont se servir des réserves de change qu'ils ont à leur disposition. Mais tout ça va avoir une fin très rapide. Comment ça va se passer après vous? Quel est le scénario que vous envisagez? Oui, pour le scénario, moi je voulais, pour lier l'importance de la question de la santé du président, oui. Parce que vraiment, c'est très lié. Ce qui se passe maintenant, et nous par exemple, nous avons fait un communiqué il y a 2 semaines de cela, sur la situation économique en Algérie. Nous avons montré dans notre étude, et à partir des données qui sont publiées par les douanes algériennes, etc., on voit bien que cette importation, cet excès, ce fanatisme vers l'importation correspond actuellement au moment où l'année ou les années où le président est tombé malade. Oui. Donc c'est très important pour nous. Et aussi, il parle maintenant d'avoir des solutions comme ça, une transformation économique, sans pour autant comprendre qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même type de pensée. Et surtout avec les mêmes personnes. On ne peut pas éteindre un incendie avec des pyromanes. Oui, mais donc la question là est très importante parce que comment faire? Quoi faire? Oui. Et il ne s'agit plus de cette fuite en avant vers l'inconnu. Il est temps d'arrêter ça. Il y a même un dicton ici aux États-Unis qui dit que si vous êtes tombé dans un gouffre, il faut arrêter de tout dire exact. Il faut arrêter ça et essayer de comprendre. Mais comment, Anwar Haddam, comment il faut arrêter ça?
comment le régime n'est pas disposé à laisser la place, quelle que soit la catastrophe. Le régime n'est pas disposé à aller vers une transition pour céder le pouvoir. Et il n'y a pas de véritable opposition forte. Le peu d'opposition qui existe, très honnête, qui a beaucoup de mérite, n'arrive pas à rassembler les Algériens qui semblent ne pas se soucier de leur propre sort. Comment aller vers un vrai changement? Très bien. Actuellement, il est vrai que le pouvoir en place en Algérie a créé un vide horrible sur la scène politique. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y a pas d'alternative. Mais au fait, il y en a. Oui. Il y en a cette alternative. Et je pense aussi qu'il faut s'adresser aux véritables responsables de cette situation, aux véritables dirigeants, au pouvoir réel. Et je pense qu'il est temps d'ouvrir un débat sérieux en présentant une alternative. Nous essayons de présenter une alternative en deux étapes. En continuant avec ce qu'on est en train de faire dans les alliances, etc., essayer de trouver un consensus sur le futur. Il faut proposer des choses concrètes pour arrêter l'effusion de ce qui se passe maintenant sur cette situation économique qui est devenue vraiment très très grave. Et nous proposons des choses concrètes. Il faut aussi proposer des solutions pour arrêter cet isolement de l'Algérie sur la scène internationale et même sur la scène régionale. C'est très grave ce qui se passe. L'Algérie est absente de ce qui se passe dans notre propre région nord-africaine. Restez avec nous, Anna Raddam. Restez avec nous. Enfin, elle n'est pas réellement absente. Elle est surtout aux ordres sous le commandement de forces étrangères qui lui dictent ce qu'elle doit faire dans la région. Mais sinon, je vais recevoir à présent Nourdine Ahmin, avocat et militant très actif des droits de l'homme que tous les réseaux sociaux connaissent très bien. C'est Nourdine, merci de nous avoir rejoints, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et bon, Massa al-Khir, Azul Fellaoun, bonsoir. Ahlan bik, c'est Nourdine, je suis très content de vous avoir avec nous. Merci, c'est très très gentil. Moi aussi, je suis très content de participer avec vous dans votre émission. Merci beaucoup. Alors, c'est Nourdine. Vous avez entendu nos deux autres invités, les développements sur la situation actuelle. Absolument, absolument. Alors, quel est votre avis? Un constat que je partage entièrement. Mais quel est votre avis sur la situation? Où est-ce que nous allons? Vers quoi nous nous dirigeons? Et quelle alternative? Vers quoi nous dirigeons? Vers vraiment l'inconnu. L'inconnu, hein, il n'y a aucun repère. On est devant un pouvoir qui exerce, c'est vrai, la fuite en avant. Surtout, il a perdu toute, comment dirais-je, sens de responsabilité depuis la chute du prix du pétrole. Là, ils sont dans le désarroi total. Ils ne savent pas quoi faire parce que malgré les moyens dont ils disposent, ils n'ont même pas prévu une situation pareille, alors que c'était très très clair, eu égard à différentes crises à l'échelle internationale, aux enjeux internationaux, à la géopolitique, ainsi de suite. Il y a tas d'éléments et tas de signaux qui devaient les avertir pour leur dire attention, il ne faut pas continuer éternellement compter sur cette richesse. Ça viendra un jour que cela ne peut pas continuer comme ça éternellement. Malheureusement, ce n'était pas le cas parce que c'est des gens aveuglés par le pouvoir d'abord, aveuglés par l'enrichissement, coûte que coûte. Donc, et en même temps, pour eux, la population, le citoyen, c'est le dernier de leurs soucis. C'est ça ce qui a fait que, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés dans une situation ingérable pratiquement. Et là, moi, je n'attends rien d'eux. Plutôt, c'est l'inverse, c'est-à-dire, ils risquent dans cette situation, ils risquent même de commettre des dégâts. Ceci dit, le seul espoir que j'ai,
ça vient de la société d'une manière générale. Je m'explique. Hier seulement, je continue. Ce mouvement citoyen des habitants de Ain Salah. Ain Salah, c'est un coin perdu du sud, au milieu du désert, pratiquement. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, ce régime n'a rien fait pour justement investir dans l'éducation, dans l'économie, dans le bien-être des citoyens. C'est tout à fait le contraire. Malgré la pauvreté, malgré la misère d'ailleurs, la misère un peu partout dans les régions d'Algérie, malgré ça, nos concitoyens de Ain Salah, vous voyez cette mobilisation formidable. Donc, pour moi, hier, c'était le mouvement des chômeurs. J'assiste toujours à des procès pour justement des revendications citoyennes. Donc, le seul espoir, personnellement, s'il y a espoir, ça viendra de ce côté. Quand même, il y a un espoir. Parce qu'à un moment donné, le peuple algérien, il me semble que sa majorité est conscient du danger de la situation. Mais justement, c'est Justement, c'est vous dites d'un côté que nous allons vers l'inconnu. D'autres disent non, nous n'allons pas vers l'inconnu. Nous allons vers la catastrophe. Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est mathématiquement impossible. Nous sommes en train d'aller directement droit vers le mur. Bon. Et d'un autre côté, vous nous apprenez, heureusement d'ailleurs, que l'exemple des populations de nos compatriotes du Sahara est admirable, il faut le reconnaître. Eux qui ont été abandonnés à la misère, alors qu'on tire toutes nos richesses dessous leurs pieds. Ils sont négligés, leurs villes sont dans un état déplorable, ils souffrent du chômage plus que partout ailleurs en Algérie, etc. Ce n'est pas l'objet de cette émission, mais nous lui consacrerons bientôt une émission. Sinon, la question que je voulais vous poser, donc, dans le meilleur des cas, nous allons vers l'inconnu, si ce n'est pas vers la catastrophe sûre et annoncée à l'avance. Comment expliquez-vous, et c'est une question que je pose de façon récurrente dans mes émissions, comment expliquez-vous que des gens, je parle particulièrement des élites, de l'intelligentsia, qui ne peuvent pas ne pas savoir que nous allons au moins vers l'inconnu, si ce n'est vers la catastrophe. Comment expliquez-vous que ces gens, on arrive à se laisser anesthésier par ce régime pour des privilèges vraiment pathétiques et qu'ils en arrivent à oublier le sort de leurs propres enfants? Ça veut dire ils en arrivent à oublier que leurs enfants demain vont peut-être être exposés à une guerre civile, à un chaos, à l'anarchie, à la violence, au moment où les gens du régime se seront tous taillés puisque leurs familles sont déjà ailleurs. Comment pourriez-vous nous expliquer cette démission massive, collective de l'intelligentsia algérienne qui n'est pas là au moment où on voudrait qu'elle soit? Je l'explique par une simple chose, c'est que le pouvoir en Algérie, le système politique en Algérie, surtout depuis l'arrivée de Bouteflika, il a fait tout pour casser tous les ressorts de la société. Là, c'est des pans entiers de la société qu'il a détruit, et il est arrivé justement à isoler les uns les autres. Au point, c'est vrai, et il n'y a pas, je dirais même, il n'y a pas une vraie élite en Algérie. C'est la course à la richesse, c'est-à-dire le pouvoir à miroiter aux gens. Si vous voulez vous enrichir, c'est facile. Et malheureusement, justement, une grande partie de ceux qui sont censés être justement une élite, malheureusement, ils sont tombés dans le piège du régime pour justement mener une certaine vie quand même assez faste, en oubliant le rôle justement, le rôle dans la société, le rôle je dirais même historique, malheureusement, c'est vrai. Mais à côté de tout cela, il y a la population. Il y a peut-être, moi j'ai aussi un autre espoir, c'est-à-dire même au sein de l'administration, même au sein de la justice, même au sein de différents organismes et tout, il y a des gens qui sont conscients de la gravité de la situation, mais ils ne trouvent pas le moyen de s'exprimer pour le moment.
ils n'arrivent pas justement à trouver le chemin à suivre. Je le rencontre dans différentes audiences avec les juges, qui sont dans le regard, ils sont là, ils vous disent que vous avez raison, ce que vous dites c'est bien, mais pour le moment, et tellement le régime comment dirais-je, a fait que justement croire comme quoi c'est un chantage en quelque sorte. Ce régime exerce avec tout le monde un choix. C'est une marche pas, même dans ta propre fonction, dans ta propre profession, comme si c'était un cadeau qui a été donné par le. Donc on s'amuse justement à ne pas fonctionner comme ils veulent. Et on risque, c'est ça. Mais ce regard, ça viendra le jour où les choses, me semble-t-il, bon, j'espère que c'est vrai, la situation est catastrophique. C'est vrai, il n'y a pas, à première vue, il n'y a pas de perspective. Ça, c'est vrai. Mais seulement, le génie des hommes, quand même, je crois, un jour, prendra le dessus. Mais malheureusement, c'est vrai, cette élite est absente totalement. Et l'histoire le retiendra. Restez avec nous. Cette élite. Restez avec nous, Nordin Ahmed. Restez avec nous aussi, Nordin. Soufiane Jilali, je reviens à vous. Pour faire la liaison. Oui. Alors, Soufiane Jilali, Nordin Ahmed vient de nous dire que des gens existent. La question que je voulais vous poser, comment opérer une jonction entre les vraies forces politiques qui sont sur le terrain, comme la vôtre par exemple, comme celle de Nour Addam, comme celle de Karim Tabou, comme tous ces petits partis qui n'arrivent pas, que le régime empêche vraiment de s'ancrer dans la société. Comment faire la jonction entre ces forces honnêtes, intègres, qui essayent vraiment d'avancer, qui essayent de rallier autour d'eux leurs compatriotes, et cette multitude dont Nordin Ahmed nous dit qu'elle existe, de gens qui cherchent à en découdre avec ce régime, à protester, à contester, à activer politiquement, mais qui ne trouvent pas le chemin qui pourrait les mener à se rallier autour de forces comme la vôtre. Comment opérer une jonction entre des forces comme les vôtres, des partis comme les vôtres, qui arrivent, qui n'acceptent pas d'être les partis de la mangeoire, et ces gens, et je présume qu'ils doivent être des millions, qui chacun dans son petit coin, seul, est en train de dire ça, qu'est-ce que c'est que ces Algériens qui ne bougent pas? Chacun de nous accuse les autres de ne pas bouger parce qu'il n'a pas trouvé, parce que ce régime n'a pas permis à tous ces gens de pouvoir se rassembler autour et de s'agglomérer autour d'une volonté commune, représentée, concrétisée, cristallisée par des partis comme le vôtre. Comment faire? Ben écoutez, si on avait une formule toute faite, on l'aurait déjà réalisée. Malheureusement, le travail demande du temps, de l'effort, de l'imagination. Ça ne signifie pas qu'on n'y arrivera pas, au contraire. Je pense que toutes les forces, là, actuellement en action, commencent le fait de se parler, d'avoir éliminé beaucoup de préjugés. Vous savez que dès que vous annoncez comme politique ou que vous voulez faire de la politique, on cherche qui est derrière vous. Et c'est une méfiance terrible qui s'est installée durant de trop longues années. Maintenant, les gens s'aperçoivent qu'il n'y a pas ce bourourou derrière chaque homme et que quelque part, lorsqu'il y a une grande volonté, on arrive à briser ces tabous et à briser ces cloisons. Mais le problème, si vous voulez, c'est comme vous le disiez, c'est qu'on a devant nous un terme. C'est une catastrophe qui se profile. Il y a peu maintenant de temps, le délai imparti est très court. Il faut dans ce délai, coûte que coûte, que l'opposition avance beaucoup plus vite, avance mieux, se rassemble plus. C'est en cours, en tout cas on pousse dans ce sens-là, parce que par ailleurs le décor est déjà planté. C'est comme du haut de la montagne, vous lâchez votre luge qui va glisser sur la neige et par la force des choses, elle va se fracasser en bas. Le pays a été lâché. Le pays a été lâché au sommet d'une montagne de problèmes et ils nous ont lâchés en pleine course.
Et là, il faut s'attendre à ce fracas, à ce moment de délivrance peut-être en même temps. Donc tout va se jouer en peu de temps. L'histoire est en train de s'accélérer. De mon point de vue, tel que je sens les choses, tel que je les vois, ça devra se régler dans cette année 2015. Alors soit on évite l'abîme à très peu de choses près, soit malheureusement on y succombera. Mais comment allez-vous faire, Sofiane Djilali, la question cruciale qui se pose aujourd'hui, c'est que des forces politiques organisées, des mouvements politiques, comme le vôtre par exemple, comment peuvent-ils faire, comment doivent-ils faire pour pouvoir aller vers les Algériens, pouvoir les agglomérer autour d'eux et pouvoir se constituer en véritable force politique? Comment? Quelles sont les méthodes? Quels sont vos programmes? Quelle est votre vision? Je comprends parfaitement la question. Ça s'emboîte à plusieurs étages. D'abord, il y a un travail interne à chaque parti. C'est-à-dire chaque parti doit déployer tous ses moyens pour aller au contact des citoyens, les organiser, mieux travailler, former les gens, etc. Mais en même temps, il faut jeter des ponts entre les différents groupes ou différents partis politiques. C'est ce que nous essayons aussi de faire. Parce que le moment venu, au moment où il y aura le choc, il est évident que la masse des Algériens va se retourner vers ce qui existe déjà, qui a une forme, qui est identifié, qui est identifiable, qui a déjà un discours. Et ce travail, on ne l'a pas entamé en 2015. C'est un travail que nous avions engagé dès 2011. Et on était absolument conscient que petit à petit, ce régime allait vers l'effondrement et vers la fin, parce qu'il refusait obstinément de se renouveler. Il refusait de s'ouvrir aux Algériens. Il est resté sous forme autarcique. Et ça, c'est inéluctable. Le clash devra venir. Et plus tôt peut-être qu'on ne le pense. Donc c'est pour cela qu'il fallait faire ce travail-là. C'est ce qui vous explique qu'on est sur la brèche, qu'il faut utiliser tous les vecteurs possibles. Vous avez été un moyen extraordinaire à Al-Magharibiya. Je vous confirme que vous êtes accédez aux profondeurs du pays et donc vous emmenez la parole de tous les opposants au plus loin. Et ça, vous avez été d'un secours extraordinaire et vous verrez l'effet de ce travail-là dans les prochains mois, dans les toutes prochaines années, en tout cas au moment du tournant capital. Merci, M. Djilali. Je finis avec ça, Nous sommes à l'orée d'un changement très profond, un changement de génération, un changement de mentalité, un changement de monde, un changement de civilisation. Et l'Algérie devra être au rendez-vous ce jour-là. Et grâce à vous, vous aurez contribué. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Il faut encore tenir quelques mois, quelques petites années. Et le fruit sera mûr et que les Algériens trouveront enfin leur voie. Merci. Restez avec nous. Merci pour tous les compliments que vous faites à Al-Magharibiya. Nous sommes touchés. Anwar Haddam. Même question pour Sofiane Djilali. Monsieur Maître Nourdine Ahmin nous confirme, nous le savons tous, que les Algériens qui veulent vraiment sauver ce pays, qui sont conscients des périls qui pèsent sur sa pérennité, sur son existence même, parce que l'Algérie risque de disparaître. Tous ces Algériens, ces millions d'Algériens qui ne trouvent pas, qui n'arrivent pas à faire jonction avec les véritables forces politiques comme la vôtre, par exemple, qui cherchent honnêtement et de façon patriotique à sauver les meubles. Comment faire? Comment pensez-vous entreprendre des actions politiques claires, concrètes, de façon à rallier donc ces Algériens qui veulent s'impliquer dans le salut de leur nation? Merci pour la question. C'est vraiment question de fond. Je pense qu'il faut poser, premièrement, poser la question, c'est la moitié de la solution, comme on dit. Premièrement, il faut comprendre, dans le système politique fermé en Algérie, le système de mesures politiques, entre guillemets, est faussé. Des grands partis, petits partis, on ne peut pas parler de grands partis ou de petits partis dans un système fermé. Seuls des élections libres pour montrer quelle est la place des uns et des autres. Donc il ne faut pas aussi jouer le jeu du pouvoir en place. Ça, premièrement. Deuxièmement, il faut comprendre que
les révolutions, les changements réels ne viennent pas de la rue. Contrairement à ce qu'on a l'impression, où on veut nous faire croire ça, et ainsi on matraque le peuple, et le peuple ne sort pas, nous sommes frustrés, etc. Non. C'est un problème d'idées. Il faut avoir des idées nouvelles. Il faut avoir des approches nouvelles à la situation. Parce que la situation, comme je l'avais dit au début, la situation est vraiment grave. La situation qui touche vraiment non seulement l'Algérie, mais toute notre région nord-africaine. Donc c'est pour ça que il est très bien, il est très important de poser le problème tel quel. Moi, je pense que le problème, le problème est que il y a eu un vide politique terrible. Il y a eu cet excès des fanatiques de l'import-import au détriment des intérêts. C'est une économie antinationaliste qui a été imposée à notre peuple. Et maintenant qu'il n'y a plus d'argent, il y aura des problèmes. Donc, comment résoudre ça? Il y a, comme je l'avais dit, et c'est très important, j'espère que j'aurai le temps, une minute ou là pour essayer d'expliquer. Oui, bien sûr, allez-y, je vous en prie. Il faut des mesures concrètes à prendre maintenant. Et il faut un travail de long terme pour essayer d'arriver à un changement réel du système politique et de la nature et comment prendre les décisions. Et ça demande que l'on veuille ou pas, qu'on arrive à avoir un débat sérieux entre les forces vives de la nation, entre les forces qui ont des idées, parce qu'on ne peut pas parler de grands partis, petits partis comme je l'avais dit, mais plutôt c'est entre des gens qui ont des idées claires avec le pouvoir effectif en place à Alger. On ne peut plus ignorer cette situation. Il faut avoir ce débat. Et ça veut dire que ces forces vives de la nation, ceux qui ont des idées, celles qui ont des idées, doivent coordonner entre elles, doivent réellement poser des problèmes ensemble, essayer d'avoir une solution commune, et après ça, aller vers le pouvoir en place. Ceci étant dit, c'est ce qu'est en train de faire, comme c'est Sofiane, etc., et les autres aussi, essayons tous de nous rencontrer dans cette instance de coordination et de suivi. Donc il faut continuer ce travail, mais en même temps, il faut proposer des mesures qui doivent être prises maintenant. Nous proposons quelque chose comme ça, nous avons proposé ça au pouvoir effectif en place à Alger. Il faut créer maintenant, dès maintenant, un conseil national pour la transition économique. Mais Anwar Haddam... Parce qu'il y a des mesures qui doivent être prises maintenant. Et si nous proposons ça, nous sommes sûrs, si toute la classe politique, si tous ceux qui veulent le changement comprennent que tout en essayant d'avoir une solution, la solution qui est le changement du système politique, il faut penser aussi à notre bateau maintenant. Il faut arrêter cette dérive. Mais Anwar Haddam, le problème est que d'un côté, nous n'avons plus le temps de faire du long terme, des projections sur le long terme, le péril est en la demeure, la maison est en train de brûler, on appelle les pompiers, on ne va pas faire une réunion pour décider ce qu'on va faire. Et de deux, comme vous parlez de proposer faire des propositions à un régime tel que celui qui confisque, qui a squatté le pouvoir en ce moment, au point où, comme chef de l'État, il nous impose une personne complètement impotente qui ne signe même pas ses décrets présidentiels. Dans la réalité, là, moi, la question que à laquelle j'aimerais vous voir répondre, c'est comment faire pour qu'il y ait jonction entre vous et ces millions d'Algériens, chacun dans sa tendance, l'un communiste, l'autre islamiste, l'autre social-démocrate, qui veulent faire de la politique, qui veulent sauver leur pays, qui veulent s'impliquer avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'ils savent que demain, si la dalle tombe sur la tête des gens, c'est sur leur tête à eux. Si les enfants vont payer les pots cassés, ce seront leurs enfants, pas ceux des barons du régime. Donc comment, dites-moi en peu de mots, de façon concrète, comment pouvez-vous faire une jonction entre vous, vos forces, celles qui activent vraiment sur le terrain, pas celles qui cherchent à négocier avec le régime, et ces millions d'Algériens qui veulent faire de la politique concrète? Premièrement, ce qu'on veut dire, je parlais de pouvoir effectif, je ne parlais pas du pouvoir de façade. Oui. Je parlais du pouvoir effectif. Ceux qui ont mis en place le président de la République, disons ça clairement,
Oui. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut arrêter ce jeu-là. Mais le meilleur moyen, je parle toujours d'une solution pacifique. Il y a d'autres solutions. Bien sûr, évidemment. Entrer dans ces discussions maintenant. Mais je parle d'une solution politique, d'une solution pacifique. Elle nous oblige à trouver le meilleur moyen pour entrer en contact direct avec le pouvoir effectif. Oui. Et ça, à notre humble avis, pour nous, dans notre groupe, c'est d'avoir des idées claires. Vous parlez de l'armée, vous parlez des généraux, pour ne pas appeler les choses par leur nom. Non, c'est le pouvoir effectif. Le pouvoir effectif, ça veut dire les généraux et la France. Il y a une situation qui est en train de se développer qui n'est pas saine. Ça paraît bizarre que je dise ça, mais c'est vrai. Nous voulons garder l'unité de l'armée, l'unité et des forces de sécurité. Nous avons peur qu'il y ait une dislocation de ces unités, parce que dans la solution, nous avons besoin des gens qui pourront aider à imposer cette solution. Et dans une division qui est très grave, je vous dis que la situation, je le confirme, nous avons des informations de l'intérieur. Je suis d'accord avec vous. Ce régime. Donc, mais ce que je voulais dire ici, c'est que nous ne sommes pas en train de faire de la politique dans le sens d'avoir une politique normale avec des partis, agrandir les partis. La question n'est pas là maintenant. Oui. Il ne faut pas se tromper de période. لا ينبغي أن نخترق المرحلة نحن في مرحلة نتاع التغيير نتاع إيجاد تغيير. Nous sommes dans une situation où il faut trouver les moyens pour faire un changement. Donc, mais garder l'intégrité, ça c'est très important. Le peuple nous suit, le peuple est en train de voir. Oui. Il fera confiance à ceux qui sont vraiment, ont été toujours à son côté, toujours le soutenant. Donc, une fois qu'il y aura une proposition, arriver à un consensus national entre l'opposition et le pouvoir effectif, nous sommes sûrs que le peuple suivra. Anwar Addam, merci. Il y aura une action politique, chacun aura à proposer ses idées au peuple et au peuple de choisir. Nous ne sommes pas dans cette situation, justement. Moi, c'est ça ce que je veux faire comprendre à nos amis dans les autres courants politiques et les autres partis politiques. Anwar Addam, merci beaucoup. Merci Anwar Addam. J'espère vous revoir bientôt dans nos émissions des jours à venir, parce qu'il semble que les choses vont se compliquer sérieusement. Merci encore. Salam alaikum. C'est Nourdine Ahmed. Nourdine Ahmed. Oui. Merci. Alors, j'ai posé la question à nos deux politiciens et amis qui sont avec nous. Comment opérer une jonction entre leurs mouvements, qui sont des mouvements visiblement, vraisemblablement honnêtes, intègres, qui activent réellement, qui ne se sont pas laissés entraîner dans la logique de la mangeoire, mais qui ne trouvent pas encore le chemin qui les mène aux millions d'Algériens qui eux-mêmes cherchent le chemin qui pourrait les mener vers des mouvements politiques autour desquels ils pourraient s'agglomérer, autour desquels ils pourraient créer une synergie pour essayer de sauver ce pays. Est-ce que les réponses de nos invités vous ont convaincu? En partie, oui, en partie quand même, bien sûr. Mais seulement, nous sommes devant une situation où même la logique du travail des partis d'une manière traditionnelle, d'une manière conventionnelle, on n'est plus dans ce cas de figure. On n'est plus dans le cas de figure opposition-pouvoir. On est devant un pouvoir, une société, un pouvoir aveuglé par justement le maintien, son maintien justement au levier du pays, et justement cette situation gravissime, une situation catastrophique qui guette l'Algérie. Donc ceci dit, logiquement, la moindre des choses, c'est de créer un rapport de force. Si on veut justement faire plier ce pouvoir à discuter, parce que ce pouvoir, il ne viendra jamais, il ne pense pas à la construction d'un État moderne proprement dit. D'abord, ils ont commis des crimes. Oui. Ces gens-là qui sont au pouvoir, ils ont commis des crimes de sang. Aujourd'hui, des crimes économiques. Comment voulez-vous, vous à la grande échelle, comment voulez-vous, ces gens-là viennent s'attabler avec vous, discuter le plus normalement du monde? C'est impossible, inimaginable si on ne les force pas pour leur dire ça suffit maintenant, mais pour arriver
à ça, il faut créer un rapport de Mais force. juste un ordre Ahmed. On le tient vers la société. Nordin Ahmed, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Nordin Ahmed, est-ce que vous m'entendez? Nordin Ahmed? Il y a un souci, il me semble que Nordin Ahmed... Pour arriver justement ne m'entend pas, malheureusement. Une étape transitoire, parce qu'on ne peut pas même, j'ai entendu Anwar Haddam parlant des élections libres, c'est impossible maintenant dans la situation. Nordin Ahmed, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Nordin Ahmed? Allô, Nordin Ahmed? Oui. J'étais en train de vous interpeller, vous ne m'entendiez pas malheureusement. Il nous reste à peu près une minute de temps. J'aimerais vous voir répondre à une question. Vous venez de parler de rapport de force. Comment arriver à créer ce rapport de force entre le régime et le peuple algérien? Dites-nous en moins d'une minute, s'il vous plaît, parce que nous arrivons. En moins d'une minute. On a l'exemple à peu près de 54, la création du FLN. Ce n'est pas pour prendre les armes contre le colonialisme, mais prendre les armes de la politique, c'est-à-dire tout le monde laisse tomber de son idéologie, le côté partisan, pour aller vers la société et justement trouver un moyen pour créer une jonction afin d'arriver à parler avec la société. Une fois qu'on arrive à parler avec la société, tout est possible parce que la société est prête. Les citoyens algériens sont prêts. Et je parle en connaissance de cause, je suis à l'intérieur de l'Algérie et j'ai des contacts permanents avec mes concitoyens. Je le sais, Nordin Ahmed, je le sais très bien pour vous suivre sur les réseaux sociaux, pour suivre de très près vos activités. Je vous remercie, comme je remercie Sofiane Gilali, comme je remercie Anwar Haddam, en espérant vous revoir bientôt parmi nous. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Salam alaikum, salama.